Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, notre émission politique hebdomadaire. Il y a un an, au second tour des élections régionales, le Front National totalisait ici 19,7% des voix et obtenait 13 élus qui siègent depuis dans l'hémicycle régional. Quel est leur bilan? Quel est le poids du Front National dans notre région? Nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité, le président du groupe du Front National au Conseil régional, Pascal Gana. Bonjour. Pascal Gana, bonjour. Et bonne année, puisque c'est le début de l'année. C'est le début de l'année. On revient à l'année 2015 qui a signé, on le disait, le retour du Front National dans l'hémicycle de la région après plus de 10 ans d'absence. En 1986, vous aviez 3 élus. En 1992, 8 élus, 7 en 1998. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un groupe de 13 élus et pourtant, le Front National, lui, milite pour la disparition des régions. J'en veux pour preuve, cette déclaration, c'était il y a quelques jours de Marine Le Pen qui disait « Il faut organiser la France autour de 3 strates, les communes, les départements et la nation. Il faut chanter les régions au profit des départements. » Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument, parce que nous pensons, nous, que la région, finalement, crée un écran entre la volonté populaire et les élus de terrain. Et que la loi NOTRe, qui correspond aux exigences de la Commission de Bruxelles... Alors la loi NOTRe, c'est la loi de réorganisation territoriale qui a créé les 13 régions en France. Et qui a attribué de nouvelles compétences aux régions, en grande partie d'ailleurs au détriment des départements. Et nous pensons que c'est une mauvaise chose pour la démocratie de proximité. Alors pourquoi avoir fait le choix d'entrer à la région plutôt que de vous présenter à une élection départementale ? Eh bien, parce que nous nous sommes présentés aussi aux élections départementales. Nous avons obtenu d'ailleurs une très belle progression, vous vous souvenez, particulièrement dans notre région, puisque c'était quand même très nouveau, dans mon département, la Sarthe. Et puis parce que quand on porte une parole politique, il n'y a pas d'enceinte dont on doive se priver. Or, la région, c'est quand même une chambre d'écho, c'est un lieu où on apprend aussi quelles sont les réalités. En ce qui nous concernait, il fallait, pour nous réintroduire dans ce jeu politique. Il vous fallait une tribune. Voilà, c'est ça. Et il nous fallait surtout également apprendre quelles sont les réalités concrètes, si vous voulez, les chiffres, la vie institutionnelle, parce qu'on ne peut pas faire de politique si on ne connaît pas le terrain institutionnel. Or, le Front National avait été absent, comme vous le disiez. Pendant plus de 10 ans, pendant les 2 mandats du socialiste Jacques Oxel. Il était important pour nous de pouvoir démontrer que nous avons la capacité à comprendre les problèmes régionaux, locaux, départementaux, pour continuer à cette dédiabolisation et cette progression du Front vers le pouvoir, puisque c'est notre projet maintenant en 2017. Alors le Front National, d'ailleurs, sur cette question des régions, il a changé d'avis. En 2014, au moment du débat sur la loi NOTRe, sur la nouvelle organisation territoriale, vous aviez mené campagne contre le redécoupage territorial en disant vouloir refuser que les régions soient sacrifiées. Donc, oui. Vous changez d'avis en fonction des élections ? Non, c'était parce que on avait, ça n'a pas été le cas de la région des Pays de la Loire, mais beaucoup de régions françaises ont été redécoupées et surtout assemblées dans des ensembles qui nous semblaient totalement incohérents. Et donc, nous pensions, nous, que quitte à garder les régions, autant les garder dans leur configuration initiale. Quand on voit la Cale, les nouvelles régions, la Nouvelle-Aquitaine qui part de Poitiers jusqu'à Biarritz, etc., il nous semblait que c'était totalement aberrant. Et ça a d'ailleurs vérifié ce que nous disons sur l'éloignement entre le centre des décisions et le citoyen. Du coup, la région des Pays de la Loire est devenue une petite région. On a pensé la marier avec la Bretagne, avec le Poitou-Charentes, avec la région centre. Oui. Vous étiez pour quoi, vous ? Pour le maintien. On peut discuter effectivement de la géographie, savoir si Nantes et la Loire-Atlantique doivent devenir bretonnes, etc. Mais ça n'était pas le moment. Les Pays de la Loire ont une cohérence, en tout cas vérifiée par les faits. Il est inutile, si vous voulez, de procéder à chaque élection à des redécoupages. C'est quand même le mal français. On redécoupe les circonscriptions, on passe son temps à changer les modes de scrutin. Et finalement, je crois que ça éloigne les Français de la politique. En ce qui concerne les Pays de la Loire, c'est une réalité, tenons-en compte. Si un jour nous accédons au pouvoir, et nous espérons que ce sera très prochain, nous procéderons à l'effacement de l'institution régionale.
Ce sera C'est-à-dire, forcément... demain, il n'y a plus de région si Marine Le Ce Pen sera devient forcément présidente de par la étapes. République. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, puisque les régions gèrent, elles ont des personnels. Il y a tout un problème. On voit déjà Des comment... compétences de des plus en plus compétences. importantes. Donc, cela suppose aussi très certainement une renégociation en partie avec Bruxelles, dans le cadre des renégociations que nous voulons avoir avec Bruxelles sur un certain nombre de sujets. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire avec méthode, clarté, en l'expliquant aux Français et en procédant par étapes. Vous dites renégociation avec Bruxelles, c'est intéressant. C'est plus sorti de l'Union européenne. Pour la France, c'est renégociation. Oui, parce qu'on ne sort pas en claquant la porte. On voyait bien le Brexit, il y a eu un vote. Maintenant, on est dans une phase de préparation et par étapes, les Anglais vont quitter l'Europe. Mais Pas de Brexit en France. Si, un Frexit, c'est ce que nous appelons le Frexit, nous appelons cela de nos voeux. Mais cela suppose auparavant, nous souhaiterions que, dans un premier temps, modifier les traités existants, de telle sorte que nous puissions récupérer notre souveraineté monétaire, notre souveraineté juridique, notre souveraineté réglementaire. Et ensuite, si les choses fonctionnent correctement avec l'Europe, si nous obtenons ce que nous voulons, nous le soumettrons au peuple français. Si nous n'arrivons à rien, par référendum, si nous n'arrivons à rien, à plus forte raison, parce qu'à ce moment-là, nous dirons au peuple français, écoutez, voilà, Bruxelles ferme la porte, est-ce que vous êtes d'accord pour l'accepter ou est-ce que vous nous donnez mandat pour le refuser? Voilà. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, il sera possible de procéder à un certain nombre de réorganisations dont les régions, parce que la région Pays de la Loire, comme toutes les régions françaises, aujourd'hui budgétairement, ne fonctionne qu'avec des fonds européens, c'est-à-dire équilibre ses budgets qu'avec des fonds d'État aussi. Des fonds d'État, bien évidemment, des dotations qui sont en diminution et des fonds européens qui commencent à diminuer. Et un peu d'impôt. Voilà. Donc, un petit bout d'impôt qui a augmenté, lui, indiscutablement. Mais voilà, donc il y a un problème majeur de redéfinition des pouvoirs locaux, administratifs, entre la commune, le département et l'État. Et nous pensons que la région est une institution inutile, comme d'ailleurs les communautés de communes. Tout ce qui finalement multiplie les échelons de décision est négatif. Alors peut-être que les départements, pour certains, ont des découpages qui ne sont pas parfaits, on peut effectivement l'imaginer, mais dans un premier temps, partons de ce qu'il y a de plus simple. En période de difficulté, on va au plus simple. Alors est-ce que, parce que vous voulez supprimer les régions, que vous votez non à tout depuis que vous siégez dans l'hémicycle régional? Nous n'avons pas voté non à tout. Vous avez voté non, notamment au budget, ce qui est quand même important. Le tout budget à fait. Mais ça, de la région, qu'est-ce qui ne colle pas, d'après vous? Nous avons deux grands reproches à ce budget. Outre le fait de sa lenteur à rétablir l'équilibre budgétaire et à arriver à une situation d'épargne brute en 5 ans, nous pensons qu'il eût été possible d'aller plus vite et que c'était souhaitable pour deux raisons. Tout d'abord, les taux d'intérêt au niveau européen et mondial risquent de recommencer à monter après avoir été très bas. Et on le voit déjà pour l'immobilier, et on sait très bien que c'est la volonté des autorités américaines de le faire pour relancer la machine économique, recréer de l'inflation. Qu'est-ce qu'il fallait faire donc? Eh bien, il fallait aller plus vite dans la baisse particulièrement dans les économies sur le fonctionnement, sur les subventions, sur l'investissement peut-être. Baisse de fonctionnement annoncée déjà par oui, Bruno Retailleau qui dit 10 millions mais en moins. il fallait aller plus vite. Et je pense que c'était possible en le négociant avec les partenaires. Donc en faisant des coupes sombres. En faisant des coupes sombres, absolument. Eh bien, particulièrement peut-être certains investissements, en renégociant peut-être les contrats. Par exemple, moi je trouve que la construction de lycées, ça nous frappe. On n'a pas établi de prix moyen du plancher du mètre carré. Chaque lycée est un cas différent. Certains pays ont des taux de construction des lycées beaucoup plus bas que le nôtre, en général en France. Et il y a des règles comme ça de saine gestion qui ne sont pas observées. Et lorsque nous avions soumis cette idée, elle n'a pas été retenue. Et puis, il y a surtout le fait que, si vous voulez, la dette continue à progresser, puisque Bruno Retailleau, dans cette logique-là, est obligé de continuer à emprunter pour rester dans la courbe. Alors, certes, il essaye de la ralentir, on espère qu'il y parviendra pour lui, mais nous sommes sceptiques. Vous dites d'ailleurs, nous sommes plus dans un fantasme autoréalisateur que dans des prévisions sérieuses. Oui, à cause de cette baisse, parce que l'année dernière, l'Europe, pour M. Retailleau, prévoit d'équilibrer son budget sur 5 ans avec 270 ou 277 millions de fonds européens. Eh bien, les fonds européens, l'année dernière, ont baissé de 30 millions. Il est prévu qu'ils baissent encore l'année prochaine et nous pensons que Bruno Retailleau a fondé ses espérances sur une ressource qui va diminuer. D'autre part, le montant éventuel des taux
qui réaugmenterait, fragiliserait cette politique. Et en fin de période, les 10 petits millions d'épargne brute qu'il prévoit ne seront pas atteints. Vous dites même que les réformes promises pendant l'élection ne seront pas faites, qu'il a renoncé à faire ses promesses. Oui, parce que par exemple, il y a une chose qui est absolument incroyable. Moi, vous vous souvenez, pendant le débat des régionales, Notre-Dame-des-Landes a agité beaucoup les esprits. Moi, je pensais, et nous pensions, et je crois que beaucoup d'observateurs pensaient, qu'à l'occasion de ce budget, on commencerait un peu à budgéter les équipements collectifs qui vont avec. Or, ni dans le contrat de plan État-région, ni dans le budget, ni dans les courbes, ni dans les prévisions de la nouvelle majorité, on envisage le coût de ces investissements qui s'élèvent. Alors, quel type d'investissement? Ce sont Ben, les infrastructures, oui, ce sont les autour infrastructures de l'aéroport, qui permettent d'atteindre l'aéroport et de relier cet aéroport à la vie régionale. Train, les ponts, ponts, si surtout, les besoin, fameux oui. ponts sur la Loire, celui près d'Ancenis et surtout celui sur l'estuaire. Alors, selon les estimations, on est entre 2 et 4 milliards. Il faut quand même savoir que le budget de la région, c'est 1,7 milliard, un peu plus. Et donc, ça n'est pas rien dans une région très endettée. Donc, vous n'y avez jamais cru à cet aéroport, hein, pendant la campagne, vous militiez contre ce projet. Nous étions contre ne pas y croire. Vous savez, on a vu parfois des projets fous aboutir. C'est un peu le problème. Et après, on se rend compte qu'ils ne correspondent pas aux attentes et aux prévisions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut l'abandonner? Nous Malgré tout l'argent qui a été versé à Vinci? Nous pensons qu'il faut l'abandonner, il faut négocier avec Vinci. Je dois dire que l'État a quand même des moyens de pression sur Vinci. Vinci est une société qui obtient beaucoup de l'État, qui est concessionnaire de beaucoup d'installations, les autoroutes, etc. Donc il y a moyen de négocier avec Vinci? Je pense que Vinci n'est quand même pas par rapport à l'État français, même si c'est une très grande société d'envergure internationale, de haute technicité d'ailleurs, c'est un des fleurons français. Mais néanmoins, Vinci n'a pas tous les droits. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait eu une consultation référendaire sur ce sujet et que 55% des habitants de la Loire-Atlantique, enfin que les habitants de Loire-Atlantique avaient à 55% dit oui à l'aéroport. Oui. Vous vous asseyez sur leur avis? Rien à faire? Mais nous disons aux habitants de la Loire-Atlantique, vous n'êtes pas les seuls dans la région. Il y a 4 autres départements. Et d'autre part, il y a les départements de Bretagne qui seront appelés à payer. Puisque doublement, tout d'abord pour l'aéroport lui-même et pour les infrastructures, et également pour tous les infrastructures de rénovation du réseau SNCF, puisque toute la Bretagne, il y a un plan de plusieurs milliards d'euros qui a été voté pour faire en sorte que cet aéroport soit à distance raccourcie des grandes villes bretonnes. Or, nous pensons que la ligne grande vitesse qui va être inaugurée prochainement rapproche ces deux régions des grands aéroports parisiens et que pour les destinations internationales rares ou celles sur lesquelles il y a une forte concurrence de prix et de compagnie, la région parisienne est beaucoup mieux placée que ne le sera jamais Notre-Dame-des-Landes. Le domaine de la culture. Vous affichez clairement la priorité, vous dites qu'il faut sauvegarder le patrimoine, les monuments historiques, les œuvres d'art. Le problème, c'est que les monuments, il y en a beaucoup. J'ai regardé sur le service patrimonial, on est à plus de 6000 monuments dans la région. Tout à fait. Ça fait beaucoup d'argent. Comment on fait ça? C'est une tâche impossible. Alors justement, c'est d'ailleurs, ça n'est pas spécial à notre région, c'est évident. Nous pensons et nous souhaitons d'ailleurs développer cette idée qu'il faudrait faire une fondation régionale à laquelle les entreprises qui ont des déductibilités fiscales de dons pour le mécénat pourraient contribuer, des particuliers aussi, de telle sorte qu'on puisse abonder au-delà des ressources budgétaires classiques dans ce but. Et ça me semble, moi, tout à fait réalisable. C'est pas le rôle de l'État de sauvegarder le patrimoine? C'est la mission de l'État. C'est théoriquement la mission de l'État. Mais voilà. Qu'est-ce que la région vient faire là-dedans? Eh bien, justement, c'est le problème. C'est que c'est toute l'impasse dans laquelle nous nous situons. On demande aux régions de faire des choses que l'État devrait faire parce que l'État ne parvient plus à verser les fonds qu'il faut à la région et ne parvient plus lui-même à assumer ses missions. Donc nous pensons qu'il y a une énorme réforme de l'État qu'il faut y procéder, qu'il faut arriver à rétablir l'équilibre budgétaire national. Parce que si on sauvegarde ces monuments historiques, ça veut dire qu'on met tout l'argent de la culture là-dedans. Non, parce que je crois que la culture pourrait coûter moins cher. Nous sommes partisans d'une culture de proximité qui n'est pas uniquement les pratiques traditionnelles, et les orchestres, les symphonies, les conservatoires, etc., les petits orchestres, les locaux, etc., les conservatoires, mais également... nous pensons, qu'on aurait pu avoir une politique d'appel d'offres pour une politique de spectacle culturel de qualité qui serait financée par la région et qui pourrait se déplacer dans les petites villes, voire même dans certains gros bourgs qui ont maintenant des salles de spectacle.
Vous savez, c'est l'exemple anglais, les opéras de poche, toutes ces choses-là, où on peut arriver à diffuser une culture qui est jugée comme élitiste. Il y a énormément de Français qui ne rentrent jamais dans un opéra, énormément de Français qui ne vont jamais dans un concert symphonique parce que ça leur semble quelque chose de sacré et de lointain. Et si on rapprochait tout cela... On peut le désacraliser, c'est voilà. le cas de la folle journée, par exemple. Voilà, alors ça, c'est un bel exemple. Mais on peut le faire toute l'année. Et je pense qu'on peut arriver, par exemple, chaque année, à bâtir 20 spectacles qui tournent dans la région, un peu, si vous voulez. Moi, je reste très sensible à l'expérience de Jean Vilar, parce que pour des raisons familiales, ma mère a beaucoup suivi Jean Vilar à son époque, le Théâtre National Populaire. Le fondateur d'Avignon, du Festival d'Avignon. Et donc, c'était l'effort, justement, de simplifier la mise en scène, pour simplifier les coûts, pour permettre au spectacle de qualité, au trésor culturel français et étranger, parce que, bon, évidemment, les grandes œuvres de théâtre ou de musique sont européennes, voire mondiales, de manière à ce que ça soit diffusé partout. Moi, j'ai vu à Sablé-sur-Sarthe un spectacle d'opéra avec un tout petit orchestre et quelques chanteurs, et ça fonctionnait très bien. On retient cette proposition. On va parler maintenant de 2017. Nous sommes à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Tous les sondages annoncent, ou presque tous, annoncent Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle et en tête au premier tour. C'est le cas du sondage du Cevipof qui donne Marine Le Pen à 25%, François Fillon à 24%, puis Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Valls ou le candidat, le vainqueur de la primaire à gauche en 5e position. Et pourtant, dans ce même sondage, Marine Le Pen reste la personnalité la moins aimée des Français. Comment ça s'explique, ça, Pascal Gana? Parce que le vote Front National reste un vote de protestation et pas d'adhésion à Marine Le Pen? Je pense que ça a changé parce que quand on est Pas selon ce dernier sondage, 52%. Oui, mais vous savez, c'est la configuration d'avant le premier tour. Il n'est pas difficile d'imaginer quand on voit le sondage. Il y en a un autre qui l'a placé à 26% et M. Fillon à 21-23%, je crois, hier ou avant-hier. Ça veut dire qu'on affiche difficilement encore son vote pour Marine Le Pen? Oui, on affiche difficilement, mais l'expérience prouve qu'on l'affiche difficilement, mais que quand on dépouille les urnes, finalement, il est là, le vote Front National. Et je pense que si Marine Le Pen est au second tour, toutes ces espèces d'inhibitions... le plafond de verre, le fameux plafond de verre... crèveront, et qu'à ce moment-là, les Français seront devant un choix. Soit ils voteront Marine Le Pen ou François Fillon, soit ils voteront Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, parce qu'après tout, rien n'est impossible. Et donc, soit Marine Le Pen ne sera pas au second tour, il y a un sondage qui le dit. Oui, je sais. Mais apparemment, pour l'instant, en tout cas, elle est toujours en tête du premier tour, quels que soient les cas de figure. Alors le Front National, comme tous les partis, est en crise. Il y a 28% des conseillers municipaux qui ont démissionné, 400 élus sur 1500. Notamment dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône, département qui a été particulièrement touché. Ça vous inquiète, cette hémorragie d'élus locaux? Autant, vous êtes sûr que le chiffre... Oui, je suis sûr des chiffres, je les ai regardés. Écoutez, moi, ma réaction, c'est que c'est le fait de s'installer dans des municipalités, dans des situations souvent difficiles, avec une hostilité de l'extérieur très forte, avec une hostilité souvent des autorités administratives, des préfets. Je pense que ça crée peut-être des tensions à l'intérieur des groupes et que cela conduit à la démission d'un certain nombre d'élus qui sont remplacés par d'autres, parce que la démission d'un élu ne signifie pas la vacance de son siège. En tout cas, elle signifie qu'à l'intérieur du Front National, il y a des dissensions, on le sait, il y a deux tendances fortes qui s'opposent. Il y a celle de Marine Le Pen et de son bras droit, Florian Philippot, et puis celle de Marion Maréchal Le Pen, dont vous êtes proche, et qui est proche, elle aussi, de ce grand-père Jean-Marie Le Pen, qui milite sur des valeurs beaucoup plus conservatrices. Il y a un sondage IFOP qui dit que 52% des sympathisants du Front National partagent les idées de Marion Maréchal Le Pen, seulement 29% partagent les idées de Marine Le Pen. Est-ce que ça, c'est pas... Elle est en concurrence, la tante Je ne crois pas que ce soit... Et Marion Maréchal Le Pen sont en concurrence sur cette élection? Je ne crois pas que ce soit une dichotomie. Je pense que c'est une affaire de sensibilité ou d'image. Et moi, je pense que, si vous voulez, le Front National est uni derrière sa candidate. Il y a une unanimité à 99%, 90 ou 99, je pense, derrière elle. Mais on semblait que sur les questions sociétales, alors, notamment, il peut y avoir des nuances. Divergences. C'est pas des divergences, ce sont des nuances sur la stratégie. Elles ont été résolues. Marine Le Pen a répondu clairement. Je ne vois pas Marion Maréchal Le Pen, d'ailleurs, dire le contraire.
Et quand elle dit, Marion Maréchal Le Pen, qu'elle est contre le remboursement des interruptions volontaires de grossesse. Oui, Marion s'en est expliquée en disant que c'est parce que c'était le programme de 2012. Marine a répondu que son programme de cette année envisageait d'abandonner cette proposition. Et vous êtes plutôt Marion ou plutôt Marine sur ce écoutez, sujet-là ? moi, je suis ma candidate. Voilà. J'ai beaucoup d'estime pour les deux. Je n'oublie pas, moi, que j'avais choisi dans la succession entre Bruno Gollnisch, la succession de Jean-Marie Le Pen, j'avais choisi Marine Le Pen. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle m'avait nommé au bureau politique. Et donc, moi, je reste dans cette ligne. Je pense que le Front National, avec Marine Le Pen, avec la ligne de Florian Philippot, s'est ouvert à d'autres problématiques, le social, l'économique, de manière plus lisible pour les Français, et que c'est un formidable acquis. Mais c'est compliqué, cette dédiabolisation avec un socle électoral qui, lui, est quand même très conservateur. C'est toujours compliqué de faire évoluer un parti. Vous savez, c'est tous les partis qui grandissent. Le Parti socialiste a connu cela dans les années 70. Nous connaissons cela. Ce sont les crises de croissance. On ne passe pas de l'enfance et à l'adolescence à l'âge adulte facilement. Et je pense que le Front National a démontré sa capacité d'évolution et d'adaptation. Je pense que ce que nous avons fait, par exemple, dans notre groupe, dans cette région, montre que nous avons travaillé sérieusement. Nous avons déposé des amendements. Il y en a eu 5 qui ont été votés par la majorité actuelle, ce qui prouve que nous faisons des propositions sérieuses. Alors ensuite, Florian Philippot, Marion Maréchal Le Pen, moi, ma candidate, c'est Marine Le Pen. Et je crois que c'est l'essentiel. Moi, je ne suis pas du tout en opposition interne. Mais il y en a, vous le reconnaissez, il y en a, y compris dans votre groupe. Je prends par exemple Aymeric Merlot, qui est dans votre groupe, qui a soutenu la campagne de prévention du VIH. Et ces affiches que Christophe Béchu, maire républicain d'Angers, lui avait fait interdire, il dit, Aymeric Merlot, je le reprends, ses propos, cette interdiction, ça s'apparente à de l'homophobie. Pour ou contre vous, ces affiches ? Je ne pense pas. Je pense que Aymeric, d'ailleurs, je m'en suis expliqué avec lui, je lui ai dit, tu sais, il faut que tu te mettes dans la peau des parents qui ont des enfants et qui se retrouvent face à certaines de ces images. C'est parfois extrêmement compliqué à expliquer. Et donc, il vaut mieux éviter que cette campagne, qui était d'ailleurs au départ prévue pour des milieux de la vie gay, de province ou parisienne, et qui a été étendue et rendue publique dans l'espace public général. Et donc voilà, alors d'ailleurs, M. Béchu... Aymeric Merlot, il dit il faut mettre ses affiches, il faut soutenir la Gay Pride, enfin il est quand même sur une ligne qui n'est pas partagée par tout le Front National. On sait que le Front National a été épinglé sur des propos homophobes parfois. Oui, parfois. Je pense à Louis Noguès, par exemple. Je sais, mais il a été exclu, souvenez-vous. Qui a été exclu, qui comparait l'homosexualité à la zoophilie. Donc, on sent bien qu'il y a quasiment de la schizophrénie entre les gens qui soutiennent la Gay Pride et ceux qui sont homophobes. Comment on fait pour rassembler tous ces gens-là ? Je ne pense pas, parce que tout d'abord, c'est un point, je dois dire, quand même assez secondaire de la vie politique française, cette campagne d'affichage. Ça n'est pas le sujet central de la présidentielle. Elle reflète les dissensions qu'il peut y avoir dans votre parti. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Des dissensions, non. Des appréciations sur un mode de vie. Bon, après tout, voilà, c'est tout. Mais je ne pense pas que ce soit fondamental. Ça n'a pas déchiré notre groupe. Voilà, moi Vous avez remis les pendules à l'heure. Voilà, oui, mais en toute courtoisie, parce que Aymeric et moi, nous dialoguons au quotidien sur des sujets qui concernent la gestion de la région. Et puis voilà, le reste, bon, il avait cette appréciation. D'ailleurs, dans ce sens-là, j'étais plus proche de M. Béchu, qui n'en a interdit qu'une partie, d'ailleurs. Donc, voilà, moi, j'étais contre cette campagne. Je la trouvais maladroite. Je trouvais qu'elle avait un effet inverse au but recherché. Finalement, elle stigmatisait plus les homosexuels en les montrant comme des gens extrêmement particuliers. Alors, je pense que ce qu'ils demandent, eux, principalement, c'est ce qu'a dit d'ailleurs M. Avello, aussi, un autre élu, qui, lui, s'était prononcé pour le fait qu'on rentre dans une forme de banalisation. Il nous reste peu de temps, 4 minutes, on va parler d'une polémique. Alors, une polémique que vous avez montée de toutes pièces sur les réseaux sociaux, c'est celle de la visite d'une mosquée. La mosquée à Salam, à Nantes, par des lycéens. Et c'est ce tweet, on va le voir, de Marion Maréchal Le Pen qui a mis le feu aux poudres. Tweet qui a choqué les élèves et les enseignants par les dangers de terrorisme alors qu'il s'agit de visites encadrées par des professeurs. Alors je ne pense pas que Marion ait voulu dire que les élèves couraient un risque de terrorisme en allant dans cette mosquée. Elle assimilait cette mosquée au terrorisme. Parce que l'UOIF est une organisation qui regroupe une tendance donc l'Union des organisations islamiques de France d'inspiration salafiste, c'est-à-dire d'une interprétation extrêmement rigoriste de l'islam, très anti-occidentale. Et cette organisation tient un congrès annuel où des propos
homophobes, antisémites, voire réhabilitant même la Shoah, ont été tenus à intervalles réguliers à Paris. Là, il s'agissait d'une visite encadrée par des enseignants sur l'ouverture aux oui, religions. On était loin de ça. Mais imaginez, c'est amusant parce que pendant un siècle, lorsqu'on voulait parler des religions, on faisait un cours d'histoire. Et maintenant, depuis que l'islam est très présent en France, il faut se rendre dans les mosquées. Mais si on avait, il y a 20 ans... Mais les enseignants de ce lycée disent qu'ils vont aussi se rendre dans des temples protestants. Et alors, est-ce qu'ils vont demander à un prêtre ou à un évêque d'expliquer ce que c'est que le christianisme ? Toute la question. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de prise de distance et qu'en plus, cet imam est compromis. Il avait d'ailleurs lui-même invité un imam qui tient des propos radicaux. Et moi, je pense que c'est une mauvaise chose de ne pas faire le tri entre un islam apaisé et un islam qui ne l'est pas. Voilà. On écoute rapidement sur ce sujet la réaction de Mohamed Guéroumi, il est délégué régional de l'instance nationale du dialogue avec l'islam de France. Elle a insulté des citoyens français. Je considère que tout citoyen français il peut avoir n'importe quelle religion, le fait de considérer notre association, celle qui gère cette mosquée, étant en lien avec une fédération, l'UEIF, c'est une fédération qui est reconnue par l'État. Elle est républicaine, qu'on le veuille ou non. Elle a été constituée selon la loi 1901. Et en respect de la loi du 19 décembre 1905. Donc on ne peut pas considérer ces gens-là comme étant des terroristes, comme elle veut le sous-entendre. Ils ont de toutes les façons des liens très forts avec les communautés catholiques, protestantes, avec tous les autres cultes. D'ailleurs, juste un petit exemple, au mois de novembre, juste après les attentats du Bataclan, c'est ici même qu'a été organisée une cérémonie par laquelle tous les représentants des cultes nantais, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, ont signé une déclaration commune et l'ont remise à monsieur le préfet des Pays de la Loire. En 30 secondes, ça peut aussi être un lieu de dialogue, comme le dit Mohamed Guéroumi ? Oui, je pense qu'il y a d'autres lieux de dialogue possibles et je répète que cette mosquée est affiliée à une association régionale qui est affiliée à l'UEIF, qui est affiliée aux Frères musulmans, qui sont classés au Maroc, en Égypte, pays arabes et musulmans, comme une organisation terroriste et que l'Amérique d'Obama, lui-même, s'apprêtait, je ne sais pas s'ils le feront, à classer cette organisation également à ce niveau de dangerosité. Merci beaucoup Pascal Gana d'avoir participé à cette émission. C'est la fin. La semaine prochaine, nous recevrons des représentants du mouvement d'Emmanuel Macron, les Jeunes en Marche, et du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le journal régional. Très bonne semaine politique et ce dimanche, on vote pour le premier tour de la primaire à gauche. Très bonne semaine politique à tous.